Simplifier la zone critique des leçons, c'est la règle de 3 de Bruno Latour et Jérôme Gaillardet. Selon Bruno Latour, il ne faut jamais simplifier le réel. En paraphrasant Edgar Morin, on pourrait donc évoquer une pensée complexe, pensée qui connaît un tournant décisif un jour de 1972. Bruno Latour a 25 ans et vient de décrocher l'agrégation de philosophie. Il arrête sa voiture sur une route de Bourgogne pour observer le ciel. Là, il songe que ce ciel ne se réduit ni à une formule scientifique, ni à une interprétation philosophique ou religieuse. Il en tire cette formule un peu absconce. Rien ne se réduit à rien, rien ne se déduit de rien, tout peut s'allier à tout. Peu après, pendant 2 ans, il étudie la façon dont travaillent des scientifiques à l'Institut Salk de San Diego. Il prend alors en compte tous les paramètres, les discussions à la machine à café, les problèmes de subvention, les hésitations, bref, le quotidien dans sa banalité. Son livre, La vie de laboratoire, publié en 1979, lui vaut une certaine renommée. Qualifié parfois d'iconoclaste par ses pairs, Bruno Latour bouscule nos certitudes depuis 40 ans, comme ici en 1996, à l'occasion d'une émission consacrée à la nature. On est beaucoup plus en contact avec la nature que les types qui sont dans la forêt amazonienne. Vous allez au Muséum d'histoire naturelle, vous avez une multitude de contacts avec un nombre de propriétés intimes de la matière bien plus grand. Bruno Latour reprend à son compte le concept de zone critique inventé par le géochimiste Jérôme Gaillardet. La zone critique se définit comme la surface comprise entre la croûte terrestre et les basses couches de l'atmosphère, soit l'espace qui constitue l'habitat du vivant. Voici un très bel exemple du début de la zone critique. On voit coexister de la végétation, des argiles, des roches, plus ou moins dégradées, pour donner ce que l'on appelle le sol, dans lequel l'eau peut être stockée et bien sûr sur lequel l'homme fait l'agriculture. Avec Où suis-je, Bruno Latour tire les leçons du confinement. Dans cet essai en forme de conte, il tisse un lien entre la crise sanitaire et la crise écologique. Il affirme que nous sortirons de la première, tandis que la deuxième constitue une mutation sans retour. Ainsi, il développe l'idée selon laquelle nous sommes confinés dans la zone critique et ajoute « Nous comprenons bien que la température de la bulle d'air conditionnée à l'intérieur de laquelle nous résidons dépend de notre propre action. C'est cela le véritable confinement, ce destin que nous nous sommes collectivement choisis sans y penser. » Voilà, leur pensée est ô combien stimulante. Jérôme Gaillardet et Bruno Latour avec nous en plateau. Bruno Latour, dans cet essai « Où suis-je ?», vous évoquez la période que nous vivons, le XXIe siècle, comme une période de métamorphose, une période métamorphique aussi fondamentale et importante que ce que fut la révolution galiléenne, où tout d'un coup on est passé de l'héliocentrisme, du géocentrisme à l'héliocentrisme. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Toujours d'ailleurs, c'est géo ou hélio, oui, toujours une petite incertitude. Enfin, nous n'étions plus au centre. Ça ne fait aucune différence. Oui. Parce que pratiquement, ça fait beaucoup de différence pour les astronomes, mais pour nous, que ça change, le Soleil tourne ou que ce soit nous qui tournons, ça ne fait aucune différence. Alors que la nouvelle découverte, que la Terre tourne sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle s'est faite elle-même par les vivants, ça change tout. Donc il y a eu une grande révolution scientifique au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe, qui nous a bouleversés, soi-disant, mais qui en fait change pratiquement assez peu de choses, sauf pour les astronomes, et une nouvelle révolution moins connue, qui elle change tout effectivement pour tout le monde, qui est le fait d'être justement à l'intérieur de cette zone. Et cette zone, elle n'est pas simplement, disons, un espace, elle est aussi le résultat du travail des vivants. Donc la révolution de cette Terre qui tourne sur elle-même et non pas, disons, dans l'espace infini, me paraît effectivement beaucoup plus importante encore. Elle perturbe tout le monde, évidemment. Jérôme Gaillardet, comment avez-vous forgé ce concept de zone critique sur le terrain, comme on vous a vu là dans les Vosges ? Oui, en fait, je ne l'ai pas forgé. En fait, il a été défini aux États-Unis, il y a une dizaine d'années, un peu plus, par un conseil scientifique qui en le nommant critique, ne pensait pas à l'aspect critique, il faut s'en occuper. En état critique, c'est ça ? Non, ce n'était pas ça initialement. C'était une des pellicules particulières de la Terre qui en contient plusieurs. Et celle-là, elle est particulière parce qu'elle est à l'interface de l'atmosphère et de la lithosphère. C'est intéressant que vous ayez montré Mars, parce que si vous regardez la surface de Mars et vous regardez la forêt amazonienne, ça n'a rien à voir. Donc sur Mars, il n'y a pas de zone critique, cette espèce d'endroit confiné, de zone confinée que Bruno décrit. Et la Terre, où il y en a une qui est très profonde et très élaborée, très sophistiquée. Donc, je ne l'ai pas inventé. Par contre, je l'ai intégré à des programmes de recherche français où il a eu, je dois dire, un certain succès parce qu'il a une connotation holistique. C'est-à-dire qu'il a cette notion de système, il reconnecte des disciplines. Vous savez, les scientifiques passent leur temps à se battre pour des postes, des institutions, etc. Et donc, de temps en temps, il faut rassembler les concepts scientifiques. Et cette zone critique, vous direz qu'elle est dans quel état ? Dans un état critique ? Ça dépend.
Voilà, elle a une propriété, cette zone critique, c'est qu'elle est extrêmement hétérogène. Parce que comme on le voit, c'est pas l'atmosphère, c'est pas l'intérieur de la Terre, c'est la frontière entre les deux. Et il y a des montagnes, il y a des vallées. Une montagne, c'est pas une vallée. Les vallées alpines, c'est pas les vallées amazoniennes. Donc c'est une combinaison assez compliquée de paramètres climatiques, du type de végétation, des hommes qui y vivent. Car bien sûr, l'homme est dans la zone critique et il la forge, il la sculpte. Oui. Voilà, donc elle n'est pas partout aussi critique. Mais il y a des endroits où, effectivement, la zone critique est en train d'être détruite. Stérilisée par l'homme. Stérilisée, si vous voulez, mais aussi détruite. C'est-à-dire que si vous allez, par exemple, en Asie du Sud-Est, la déforestation, qui est imposée aux paysans qui pratiquaient des cultures traditionnelles, implique que les sols, c'est-à-dire cette partie qu'on est capable de cultiver, on comprend ce terme de sol, va se dégrader en l'espace de 40 ans. Une fois qu'il n'y a plus de sol, il n'y en a plus. Et il faut des milliers d'années pour le reconstituer si on regarde les processus naturels. Bruno Latour, il faut apprendre à reculer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites qu'il faut apprendre à reculer. Vu l'état critique, précisément, de ce biofilm dans lequel nous sommes tous unis, il faut apprendre à reculer. Le mouvement était de prise, disons, d'avancer. Mais le progrès, quoi. L'espace dans lequel on avançait, en fait, c'est ça l'intérêt de la notion de zone critique. En fait, cet espace, et brusquement, il s'est refermé. On a une espèce de... comme si une porte se fermait sur nous. Donc, à ce moment-là, on se dit, mais où je suis? Donc, il faut que j'hésite, et forcément que je recule. Et ce recul permet de rouvrir des possibilités de soins de cette même zone critique que, justement, on n'avait pas trop à s'occuper quand on avançait toujours vers un espace qui était... C'est ce qu'on croyait dans la première révolution scientifique infinie. Si vous dites j'ai des sols, il y aurait toujours un sol, donc ça n'a pas d'importance si on le détruit. Vous ne réagissez pas de la même façon. Si vous dites attention, j'ai 40 ans de sol devant moi, qu'est-ce que je fais? Comment je l'utilise? Et en plus, il faut des milliers d'années, comme le dit Jérôme, pour le refaire. Donc cette attitude, elle est très contraire à tout un tas d'affects qui étaient assimilés à l'innovation, le progrès, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas innover, qu'il ne faut pas progresser, mais ça veut dire qu'il faut, disons, déboîter, en quelque sorte. Vous n'êtes pas le seul à réfléchir et à penser à ces questions. 150 citoyens, c'était la Convention citoyenne, ont émis des idées, puis il y a eu un projet de loi sur le climat. On en parle, Nadia? Oui, un autre type de recul, peut-être, puisqu'hier a été présenté le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et pour le renforcement de la résilience face à ses effets. C'est le nom exact de ce projet de loi. On se souvient que le président Emmanuel Macron s'était engagé à reprendre sans filtre, c'était ses mots, toutes les propositions de cette Convention citoyenne sur le climat. Ces 150 Français tirés au sort, finalement, seuls 30% des mesures auront été absorbées, retenues par le gouvernement. Quel regard est-ce que vous portez sur la trajectoire démocratique de cette Convention citoyenne? De quoi est-elle accouchée, finalement? Je pense que c'est très important que les citoyens aient appris tout ce qu'ils ont appris grâce à rencontres avec des tas de gens, des collègues, de scientifiques, etc. Mais le filtre, c'est comme le café. Le filtre, c'est que l'État capable d'entendre cette transformation que les 150 Gus ont vécue, il n'est pas là. Donc le filtre, c'est qu'un État capable d'absorber la clameur, en quelque sorte, de ces 150 spécialistes demanderait tout simplement qu'on fasse la même chose avec les énarques, avec peut-être les journalistes, peut-être, etc. Et donc passer de 150 à 66 millions. Et ce qui m'intéresse, moi, justement, c'est de prendre les choses tout à fait à la base, par des ateliers ou derrière, et pas du tout d'essayer de répondre, de s'adresser à l'État, mais de dire, voilà, si nous étions en train de décrire nos conditions d'existence, ça ressemblerait à quoi? Et là, on pourrait imaginer que quand il y a des demandes faites par des citoyens, la société civile, les 66 millions, ils sont entendus par un État capable de les absorber, de les métamobiliser, mais ce n'est pas du tout le cas. Le filtre ne m'étonne pas du tout, mais le travail qui a été fait est sensationnel. Une dernière question, on va faire un débat sur Mars et la conquête, la ruée spatiale vers Mars. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez qu'Elon Musk, qui envoie des fusées, considère que Mars est une planète B, un plan B Pour moi, c'est un ennemi politique. Hein? C'est un ennemi politique. C'est-à-dire que ça va devenir un isola offshore, comme vous dites. Oui, c'est typiquement l'idée. C'est pas un projet moderne, c'est un projet, disons, tout à fait... C'est pas un projet moderne? Non, c'est moderne. Quand on avait un projet moderne de conquête de l'espace, c'était pour tout le monde. Là, c'est pour quelques personnes, qui nous ont d'ailleurs laissé tomber complètement. Et donc, le projet d'aller sur Mars pour quelques-uns, même si c'est la continuation pour quelques-uns, du reste, ce qui reste du projet moderne de conquête de l'espace. Enfin, c'est ma vision, je ne suis pas du tout... Pour moi, c'est vraiment ce qui me fait trembler. L'idée que, justement, la Terre étant disparue, finalement, vous nous débarrassez de la Terre,
Et nous serons sur Mars dans une espèce de colonie artificielle. C'est assez terrifiant. Merci Bruno Latour. Où suis-je? Leçon du confinement à l'usage des terrestres. Un essai, certes difficile parfois, mais absolument passionnant, avec un lyrisme testamentaire à la fin. Et puis vous évoquez tous les scientifiques qui vous ont nourri et avec lesquels vous échangez de manière extrêmement féconde. Merci encore. Et Jérôme Gaillardet, donc de l'Institut, je n'arrive jamais à me rappeler, vous êtes géochimiste, mais de l'Institut de physique du Globe à Paris. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de 28 minutes.